Bon, ça va toujours, oui. En fait, on a été ambitieux, on a énormément d'intervenants et ça va être très très difficile de tenir notre timing, mais bon, voilà, on n'est pas des professionnels de l'organisation, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons essayer de faire parler au maximum le maximum de monde, et donc on va être très très bref entre les interventions. Ce qui concerne votre question, et la question de l'opportunité et de l'économie, elle sera traitée plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'écologie et à l'environnement, parce qu'il ne vous a pas échappé que le dit Somoduc va traverser des zones protégées, des zones Natura 2000, et notamment la dune et toute l'arrière-dune. Et c'est de cette chose-là que va nous parler Gilles Granereau. Alors, vous ne le voyez pas très bien sur l'écran. Gilles Granereau, citoyen de Pouillon. Il se trouve que j'ai un pied à Pouillon, pas très loin de la future centrale. Espérons que c'est au conditionnel. Et puis un autre pied à Vieux-Boucau, puisque je suis marié avec une boucalaise. Donc, j'ai quand même quelques motivations pour dire un petit mot à propos de ce projet. Suivant. Alors, je tenais à me présenter brièvement également. Je suis donc écologue, botaniste et quelque peu historien par ailleurs, qui a une bonne connaissance des dynamiques littorales et des milieux naturels au sens général. Par ailleurs, je suis indépendant, c'est-à-dire que je n'adhère à aucune association à vocation écologique ou politique. Je suis un citoyen, qui n'a pas de parti pris, a priori, par rapport à ce projet. Et par ailleurs, je suis impliqué dans la vie locale à travers des associations. Notamment, je suis trésorier de Mémoire Amaransin, une association locale dont on avait une assemblée générale ce matin, vice-président de la société de Borda. Et également, dans un autre domaine, je suis secrétaire et chargé de maintenance à l'association de vol à voile, une nouvelle association, les planeurs des Pays de l'Adour. Ce n'est pas de la pub, c'est pour que je me resitue par rapport à ma terminologie de citoyen de Pouillon. Donc, je vous l'ai dit, mon intervention se fait en toute indépendance et n'est pas guidée par des considérations purement idéologiques ou autres. C'est l'intervention d'un citoyen qui se questionne sur la pertinence d'un projet et aussi sur l'utilisation de l'argent public. Alors, parmi ces questions, il en est une. Alors là, je vais passer brièvement puisque c'est en dehors de l'écologie, mais vous savez que l'écologie, c'est l'étude de la relation des êtres vivants avec leur milieu. Donc, c'est relativement large. Alors, un projet indispensable avec un point d'interrogation. Pourquoi ? D'abord, parce que le gaz n'est pas l'énergie de demain. C'est une énergie fossile, donc ce n'est pas une énergie durable. Les besoins énergétiques sont réels, sont autres. On est là dans j'ai noté, vous ne le voyez peut-être pas, mais un investissement à rentabilité prioritaire. Les amis de la Terre l'ont dit tout à l'heure, c'est de l'investissement, c'est un projet d'investissement, ça. Autre question, n'existe-t-il pas d'autres priorités plus pertinentes ? On en reparlera tout à l'heure, ça vous fera peut-être rigoler, mais vous verrez quelques propositions. Le gaz naturel est considéré comme un combustible propre, ce qui n'est pas le cas. On peut supposer que le projet est éligible à la logique des quotas de carbone. Vous savez, l'histoire de l'achat, de la vente de permis de droit de polluer, premier marché mondial pratiquement, ce qui constitue en plus un attrait non négligeable pour les investisseurs, attirés par le gâteau. Alors ce projet est-il respectueux de l'environnement ? On parle aussi dans ce projet de la réduction des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas vraiment recevable, puisqu'aucun lien n'a été établi entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation des températures. Pour les amateurs du climat, on est dans un autre domaine dans lequel je me suis spécialisé, mais l'argument CO2 n'est donc pas recevable, d'autant plus que les autres effets possibles du CO2, l'acidification des océans entre parenthèses, n'ont pas été démontrés. Bon, je cite là des sources, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, les rejets de sulfure d'hydrogène, l'H2S, sont, eux, polluants. Et également, le méthane, CH4, c'est quelque chose qui est polluant. D'ailleurs, les amateurs de gaz à effet de serre apprécieront.
Alors avant de passer à l'écologie pure, autre question sur l'adéquation entre l'économie et l'emploi. Le coût du projet, pour le rappeler, c'est 650 millions d'euros. Donc en finale, on devrait arriver à plus d'1 milliard d'euros. Il ne faut pas se leurrer. Cela représente environ 15 000 emplois salariés. Et à la fin, on nous dit qu'il y aura 25 emplois directs. Je ferme la parenthèse. Y a-t-il des pistes plus pertinentes ? Oui, il y en a. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait peut-être des solutions de stockage ailleurs. Est-ce que ce projet ne serait pas utile ? C'est aussi une question que je me pose. Plus utile pour d'autres projets plus pertinents, orientés vers l'emploi et l'écologie. Également, vous avez d'autres procédés qui sont à l'étude et qui sont, j'allais dire, prometteurs, mais qui manquent de financement. Alors, je pense par exemple à la méthanisation à partir de lisier, de biomasse, de déchets. Ce sont des choses qui marchent. Il y a les centrales de transformation de biomasse en énergie directe, c'est-à-dire en chaleur ou indirecte, gaz ou carburant. Là, ils ont besoin d'argent pour monter ça. Mais il y a quand même des lobbies qui font pression pour que ça ne se développe pas, l'énergie fossile étant plus lucrative certainement dans l'immédiat que cela. Et donc j'avais dit que j'allais essayer de vous faire rigoler. Mais pourquoi pas, on est dans un secteur forestier, pourquoi pas créer une usine de fabrication de gazogène ? C'est quelque chose qui a marché à une époque. Avec les procédés modernes, on peut améliorer le système et ça fonctionne. Ce sont des choses qui sont actuellement laissées de côté, mais dans notre situation actuelle, ce serait intéressant de s'y pencher. Donc, d'une façon générale, cette somme-là, assez colossale, il ne faut pas se leurrer, ça viendra aussi d'argent public, elle serait beaucoup plus utile si elle était consacrée à la recherche dans le domaine des énergies nouvelles ou dans l'amélioration des procédés existants. Alors, pour en revenir aux impacts, on en a parlé tout à l'heure, les impacts directs en particulier. On vous a dit tout à l'heure que on était sûr de ce qui allait se passer, il n'y a pas de risque ni rien. Ceci étant, il n'y a aucune expérience de ce procédé dans les Landes. Je me suis mis entre parenthèses et sûrement en France également. Donc comment peut-on être affirmatif sur l'absence ou la faiblesse des impacts qui pourraient être induits par ce projet ? Sur le milieu terrestre, et là je parle des travaux, un cahier des charges bien ficelé peut effectivement réduire les risques lors du chantier, mais il ne peut pas les supprimer, c'est impossible. Autre inconvénient qui a été abordé tout à l'heure, le bruit. Vous savez, les dégazages, les pompages, tout ça. Alors pour ceux qui ont des voisins qui ont des pompes à chaleur, ils savent peut-être ce que ça veut dire. Mais là, c'est une grosse pompe. Et des grosses pompes que l'on va entendre encore plus loin. Il y a une loi sur le bruit qui existe. Je ne sais pas si elle sera appliquée dans ce cas, mais voilà. Donc, le bruit est également présente un impact qui peut être important pour la population. Les odeurs, on n'en a pas trop parlé, mais vous savez, à Pouillon, on est habitué aux odeurs de lac. L'H2S, ça sent bien l'œuf pourri, vous savez, quand on a du vent d'est, sud-est. Et là, on aura les odeurs en direct. On sera servi sur place, c'est pas mal, ça réveille la nuit, c'est super sympa. Alors les risques industriels à la campagne, ça aussi c'est assez curieux. Comment dormir avec une bombe sous nos pieds ? Oui, il faut quand même le dire, il y a du gaz en dessous, on peut se dire, si jamais ça pète, tout ça, on va sauter au plafond, et encore plus. Donc là, on nous dit le risque est négligeable. Mais ce négligeable impose quand même un périmètre Seveso. Donc ça, c'est pas négligeable. Et justement, à ce titre-là, il faudrait quand même que les citoyens soient informés de la réalité des choses. Il y a un risque. Il y a un risque, on ne peut pas le quantifier, on ne veut pas le quantifier, mais il existe. J'avais une proposition à faire, c'est les habitants concernés en particulier, ceux qui ne seront pas expropriés, puisque là on sait qu'ils auront des indemnités, mais les habitants concernés qui seront d'une façon ou d'une autre indisposés par ce projet, est-ce qu'ils percevront une indemnité au même titre que le citoyen participe à la pollution qu'il induit en payant des taxes au profit de la collectivité ?
Ce serait logique. Ou alors, y a-t-il 2 poids, 2 mesures? Ça aussi, c'est une question. Concernant les risques relatifs aux installations elles-mêmes, là aussi, il y a le risque d'accident, involontaire ou non. Bon, on parle du terrorisme en ce moment. Si quelqu'un arrive avec une bombe qui la balance là-bas dedans, ça risque de faire des dégâts. Là, on ne peut pas dire que le risque soit nul. Le risque de pollution des nappes en cas d'incident ou d'accident, lui aussi, il est important, ou lors de l'utilisation de produits pendant la construction des réservoirs. Ce sont des risques qui sont importants, qui existent également. Pour les diapires, on a largement débattu du risque du stockage dans les diapires, dans ces zones de sel. On ne peut pas exclure l'existence de brèches, de failles, de zones poreuses. Et cela conduit de toute manière à une pollution des nappes profondes qui arrivera tôt ou tard, surtout si on est en bordure ou dans une zone de faille. Et surtout, qu'en sera-t-il de la stabilité des sols lorsque les réservoirs seront abandonnés? Pour ceux qui habitent Dax, vous savez, les salines, ça descend régulièrement. Et là, qu'en sera-t-il lorsqu'on abandonnera les réservoirs? Cela risque de créer de sacrés affaissements dans la zone du stockage. Bon, alors, on passe à une partie qui m'intéresse, dans laquelle je suis un peu plus compétent, j'allais dire. Ce sont les somoducs. Alors, les somoducs, c'est canalisations qui prennent de l'eau et qui la rejettent en mer. D'abord, un petit élément de contexte. Sur le littoral gascon, tous les rejets en mer produisent une forme de pollution. La loi littorale interdit tout nouveau rejet en mer. Il n'y a pas que cette loi-là. Il reste encore des canalisations pour lesquelles des solutions sont recherchées afin de les éliminer. Alors, il y en a à Tarnos, à Vielle-Saint-Giron, à Mimizan, à La Salie. La construction de 90 km de canalisation aura un effet majeur sur les milieux, et en particulier sur les 2 derniers kilomètres, c'est-à-dire sur la partie finale, où là on est sur la partie littorale, qui est une zone très sensible. Et une chose qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, ou peut-être ce matin, les mouvements de sable dans le golfe de Gascogne, et en particulier à proximité du littoral, sont très importants. Donc le phénomène de houle et de courant, on a observé des mouvements de sable de plusieurs mètres de différence sur quelques marées seulement. Ces mouvements de sable peuvent à eux seuls détruire la canalisation. Et ça, je ne suis pas sûr que ça ait été pris en compte. Donc, mouvement de sable, mais aussi en cas de rupture de la canalisation en milieu terrestre, qu'est-ce qui va se produire? Le sel s'évacuant sous la terre, il va induire une pollution phénoménale, puisque le sel n'est pas, les amis de la Terre l'ont dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est hyper polluant, et même plus que les produits pétroliers. Le cas s'est produit à Mimizan. Alors, ce n'était pas du sel, c'était un rejet de la papeterie. Ça s'est produit à Mimizan et il y a eu toute une zone contaminée au niveau des étangs de la Maillouère. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et là, le rejet, il était directement sur la plage. Il y a eu un bouchon et ça a été terminé. Donc, la plateforme sous-marine est un milieu mouvant, il ne faut pas l'oublier, où toute installation fixe ne peut résister durablement. Le coût d'entretien des installations à la mer est également colossal. C'est à entretenir en permanence. Je me posais également des questions toujours sur les somoducs, au niveau du captage en mer. Comment peut-on éviter de piéger des poissons ou des organismes utiles comme le plancton? Ils vont se retrouver après dans le diapir et ils seront très mal, quoi. Au niveau du rejet, c'est une hérésie de faire croire qu'il n'y aura pas de pollution. La dilution du sel par l'eau de mer dans le diapir entraînera obligatoirement la libération de minerais, de matières organiques, de métaux lourds, et l'on pourra contribuer à des réactions chimiques. Donc là, on peut reposer la question aux chimistes, aux géologues. Il y a de toute manière à ce niveau-là un risque de pollution qui fait que l'eau rejetée sera plus chargée qu'initialement et il y aura pollution de l'océan. La pollution, c'est lorsqu'on rejette un produit qui n'a pas les mêmes qualités que le produit initial. Donc ça,
Jusqu'à ce jour, je n'ai vu personne qui soit en mesure de qualifier ni de quantifier cette pollution. Et ça, c'est une grosse incertitude qui risque d'avoir des effets très notables sur le littoral. En conclusion, donc, le financement du projet fera certainement appel à des fonds publics. Et il est donc normal que les citoyens veillent au bon usage de cet argent. C'est un peu aussi la raison de ces débats que nous avons. Par ailleurs, des sites Natura 2000 sont concernés. Et quoi qu'il en soit, l'évaluation d'incidence sera requise. Alors sur tous les sites Natura 2000, il y a des procédures réglementaires que l'on appelle des évaluations d'incidence qui permettent d'évaluer les impacts écologiques d'un projet sur le milieu et soit d'annuler le projet, soit d'apporter des mesures compensatoires. Donc dans ce cas-là, l'évaluation sera requise, mais si elle est requise, qui fera cette évaluation? Et il faudra être très attentif pour que les personnes réalisant l'étude d'impact puissent être objectives et rendre des conclusions qui ne soient pas orientées. Mais à ce niveau-là, il peut y avoir aussi des recours si on juge que l'évaluation d'incidence n'est pas pertinente. Parce que là, c'est de niveau européen, donc il y a peut-être d'autres leviers qui peuvent agir. Plus généralement, il ne faut pas être un spécialiste pour sentir, alors sentir, je l'ai mis entre guillemets, sans allusion à l'odeur du gaz, bien sûr, pour sentir que ce projet constitue une aberration écologique, sociale et économique. Les spécialistes qui bâtissent ce projet sont certainement tous compétents dans leur domaine d'ingénierie, mais ne peuvent donner de garantie sur les impacts, la mesure des risques étant différente en termes industriels, écologiques, voire socio-économiques. Donc, pour faire une synthèse rapide, le poids des arguments qui vont à l'encontre du projet est bien supérieur à celui des incertitudes annoncées par les promoteurs. Et ne serait-ce que le Somoduc, si on ne prend que le Somoduc dans sa partie maritime, cet ouvrage constitue à lui seul une hérésie qui justifie tout à fait les craintes des populations locales et des associations qui ont dénoncé cette affaire. Je vous remercie pour votre attention et puis voilà, je pense que j'ai pu respecter les délais. Voilà, donc c'était Monsieur Granerot, merci.